Bonsoir. Merci à notre 4 cinéastes invités d'être là ce soir. Donc de votre droite à votre gauche, Cédric Kahn. Bonsoir Cédric. Thierry de Peretti. Bonsoir. Noémie Lwowski. Bonsoir. Et Olivier Assayas. Peut-être qu'avant d'aborder le sujet de cette masterclass qui porte donc sur la direction d'acteurs, qui est un terme qu'on pourra même interroger, savoir si le mot direction, le verbe diriger, est le meilleur outil linguistique pour décrire cette relation particulière qui se noue entre un cinéaste et un acteur pour produire un personnage et un film. Donc avant d'arriver à cette question-là, j'avais envie de vous poser une question peut-être plus générale sur votre relation à l'acteur au moment de la formation, de votre lien au cinéma, mais comme spectateur. C'est-à-dire avant même que vous ne deveniez cinéaste, quelle était la place de l'acteur dans votre lien au cinéma, dans votre fantasme peut-être du cinéma? Est-ce que l'entrée pour vous d'un film, ça a été tout de suite le réalisateur, l'auteur, ou est-ce que votre désir vers un film s'est d'abord cristallisé autour de la figure de certains acteurs? Peut-être Olivier, pour commencer, si tu veux répondre à cette question. Comme ça? Oui, d'accord, pardon. Oui, j'ai l'impression que je suis le moins qualifié parce que j'ai l'impression que, d'avoir découvert le film, oui, plutôt par les idées, les images, une approche, enfin, je sais pas, un peu même plasticienne, quoi, du cinéma et plutôt du cinéma indépendant, et que, au fond, je comprenais rien à la question de l'acteur. J'ai l'impression d'avoir fait mon éducation, enfin, d'avoir appris à faire du cinéma en essayant progressivement, pas à pas et très maladroitement, de comprendre comment on pouvait fonctionner avec un acteur. J'ai toujours été très envieux des gens qui venaient au cinéma en ayant eux-mêmes été acteurs ou en ayant été metteurs en scène de théâtre, d'ailleurs comme Thierry, parce qu'ils arrivent au cinéma avec un bagage qui est largement supérieur au mien. J'ai l'impression d'avoir abordé le cinéma comme pas mal de cinéastes, en ayant réfléchi à tout sauf aux comédiens. C'est-à-dire, j'ai pas fait d'école de cinéma, mais enfin, même si j'en ai fait une, on n'y apprenait pas beaucoup le rapport avec les acteurs. Donc j'ai eu l'impression de découvrir sur le tas, de redécouvrir en faisant des courts-métrages, en étant extrêmement maladroit, en faisant toutes les erreurs possibles et imaginables, que en réalité le cinéma ça passait avant tout par les acteurs. Et ça a été un cheminement difficile et pénible, parce que quand je revois certains des courts-métrages que j'ai faits, j'ai envie d'être sous la moquette. Et progressivement j'ai construit j'ai inventé, quoi, pas à pas, un rapport avec les comédiens, mais de façon entièrement pragmatique, et de façon, je crois, complètement singulière, comme chacun le fait, quoi. Mais du coup, est-ce que tu dirais que la découverte de ce que pouvait avoir de central dans le processus de fabrication d'un film, le lien à l'acteur, ça a ensuite modifié ta relation de spectateur au film autour de cette question de l'acteur? Non. Oui, pour toi, l'acteur n'est pas central dans ton rapport de désir de spectateur pour un film? Si, ça l'est devenu. Ça l'est devenu. J'ai compris que le cinéma était là, tu vois. De la même manière que j'ai découvert que le cinéma était aussi dans l'écriture. Moi, j'écrivais très maladroitement. J'ai appris à écrire pour devenir cinéaste. Et de la même manière, j'ai l'impression que pour devenir cinéaste, il a fallu que je construise un rapport avec l'acteur, et en même temps que je comprenne, y compris dans les films que j'aimais, qui me passionnaient, qui me fascinaient, à quel point la présence des acteurs était essentielle. Donc, si tu veux, j'ai eu l'impression d'aborder le cinéma comme quelque chose que je comprenais très mal, et de découvrir une clé qui m'a permis de faire des films, c'est la construction de mon rapport aux acteurs. Noémie, est-ce que tu dirais que dans le temps de ton existence où tu découvres le cinéma, le goût de voir des films, l'acteur était au centre de cette relation, ou c'est venu ensuite? Ça marche?
Je crois que c'est venu en premier. Enfin, j'ai l'impression que si je me faisais des âges de cinéphile, la tendre enfance, c'est par les acteurs. Et pour moi, par les acteurs clowns, enfin les Marx. En premier les Marx, et puis Chaplin, qui était aussi réalisateur, mais quand j'étais petite, il était que acteur. Fred Astaire, pas un clown. Mais les Marx, je crois. Ouais. Ah oui. Et puis après, pareil, si je continue en me disant que je me fais des âges, quand j'étais adolescente, enfin toute jeune adolescente, c'était encore des acteurs jusqu'à... Enfin, oui, des acteurs dont je me disais, tiens, si je fais comme elle ou comme lui, je saurais mieux m'habiller, je saurais mieux tomber amoureuse, je saurais mieux vivre. Du coup, à ce moment-là, c'était des acteurs qui étaient tes contemporains, contrairement aux Marx Brothers ou à Chaplin? Non, c'était... Des acteurs du passé? C'est James Dean, beaucoup. Ah oui. Et oui, je voulais beaucoup. Enfin, voilà. Et puis après, adolescente, mais un peu après, j'ai commencé à aimer passionnément les réalisateurs. Enfin, je voyais un film en voyant son réalisateur avant de voir son acteur, mais c'est venu après. Thierry, tu as ceci de particulier parmi les 4 invités, que tu as été acteur et metteur en scène de théâtre avant de devenir cinéaste. Quel est ton lien aux acteurs dans ta formation et dans ton désir de devenir toi-même acteur, et dans ton rapport, dans ta relation au cinéma, l'enfance de ta relation au cinéma, est-ce qu'elle a été déterminée par des acteurs? Oui, puisque j'ai voulu être, enfin, je me considère toujours comme acteur. Jusqu'à il y a peu de temps, je disais que je me sentais plus acteur que metteur en scène ou que réalisateur, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je fais des films. Et je voulais être acteur dès enfant. Et c'est en voyant les films de Louis de Funès et après tous les acteurs comiques que je voyais enfant et adolescent, Daniel Auteuil, mais surtout Louis de Funès. C'était mon rêve dans la vie, c'était d'être Louis de Funès. Enfin, c'est le premier acte. Les films avec Louis de Funès, c'est là où j'ai compris qu'il y avait que c'était pas en vrai, mais qu'il y avait quelqu'un qui jouait, et voilà où ça a commencé. J'ai commencé à y penser comme ça. Donc j'ai fait des cours de théâtre comme tous les acteurs. Je suis arrivé à Paris, j'ai fait des cours et j'ai voulu jouer. C'est ce rapport-là. C'est avant tout cette chose-là, et même la connaissance. Comment dire, c'est pas simplement le fait d'avoir mon rapport avec les acteurs aujourd'hui, il n'est pas simplement le fait d'avoir une expérience physique presque charnelle du jeu mais aussi la fragilité, la précarité de ce que c'est être un acteur, jouer, ne pas jouer, être choisi ou pas, travailler, ne pas travailler. C'est un des éléments que je prends vraiment en compte, y compris avec les acteurs non professionnels d'ailleurs, mais le fait d'être choisi ou pas et de jouer longtemps dans un film ou dans une pièce ou jouer un rôle plus petit, c'est un des éléments que je prends en compte dans le rapport à la direction, en tout cas au dialogue avec les acteurs. Cédric, dans ta jeune cinéphilie, est-ce que l'acteur était central? Non. C'est la figure de l'auteur qui a émergé d'abord? Non, moi, en fait, j'ai découvert le cinéma assez tard, à plutôt 15-16 ans, et clairement par les réalisateurs. J'étais vraiment fasciné. Enfin, je voyais le film d'un réalisateur, je voulais voir tous ses films, et j'aimais les acteurs qui étaient filmés par les réalisateurs. Oula, c'est moi qui ai fait péter le truc. Et j'aimais les acteurs qui étaient filmés par les réalisateurs que j'aimais, en fait. Voilà. Donc c'est clairement le regard d'un réalisateur sur un acteur qui me plaisait. Non, voilà. Mais toujours pas, d'ailleurs. Toujours pas? Disons que l'acteur... Ouais.
disons que par exemple, je suis pas capable d'écrire un film pour un acteur. Le projet de film et l'envie de faire un film précèdent toujours l'envie d'un acteur. Et dans ton désir de découvrir un film comme spectateur, c'est toujours déterminé aujourd'hui par le goût que tu as pour un cinéaste ou Ouais, plutôt. Ouais. Un cinéaste, un univers. Il y a quelques acteurs qui me font bouger, mais c'est assez rare. D'accord. Tu pourrais en citer un? Étranger peut-être, pour ne froisser personne. Bah, toi, spontanément, comme ça, ça me vient pas. Alors, Je vais en trouver un, peut-être, donc là encore une question adressée à vous quatre, mais peut-être que je pose d'abord à toi Cédric, puisque donc l'acteur n'était pas au centre de ta relation au cinéma avant que tu ne commences à faire des films. Est-ce que ce dont parlait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné se pose la question de travailler avec un acteur, donc peut-être le diriger, c'est quelque chose dont tu t'es posé des questions là-dessus quasiment au moment du tournage, ou à un moment donné, en amont du tournage, tu t'es dit il va falloir que j'affronte cette question-là, qu'à un moment donné, le personnage va s'incarner et que je vais avoir à gérer un rapport humain. Ça continue, malgré le fait que je fais des films depuis plus de 20 ans, ça continue d'être quelque chose d'assez mystérieux, quoi. Je ne sais pas ce que répondront les autres. Ça reste pour moi la chose la plus mystérieuse du cinéma. Pourquoi on choisit un acteur plutôt qu'un autre? Je pense qu'il y a beaucoup d'inconscient dans le choix d'un acteur. C'est pas une chose qui est facile à rationaliser, même si on essaye de théoriser son désir. Pour moi, ça reste le moment le plus vertigineux de la préparation d'un film, c'est le choix de l'acteur. J'ai l'impression que c'est la chose... C'est bizarre de s'entendre en retour comme ça. J'ai l'impression que c'est la chose toujours la plus engageante et qui va déterminer de façon très forte le film. Donc c'est là où je les rejoins sur le fait que l'acteur est central dans la fabrication du film. Mais c'était quoi la question déjà? Je me suis perdu dans ma réponse. Est-ce que le fait qu'un tournage... oui, sur la façon de faire. Non, ça reste très mystérieux. Et puis ce qui marche avec un acteur ne marche pas avec un autre. Donc c'est une histoire éternellement à recommencer. J'ai pas de... Et en fait, maintenant, je commence à aimer le fait de ne pas savoir que ça va être une nouvelle aventure à chaque fois. Et puis quand on dirige des non-comédiens, des enfants, voilà, c'est à chaque fois des problématiques différentes. Mais bon, voilà, c'est fascinant. Hein. C'est la chose la moins maîtrisable du cinéma. Noémie, tu disais donc que pour toi le rapport à l'acteur était très constitutif de ton lien au cinéma. Lorsque tu as commencé à tourner tes premiers courts-métrages, pour le coup tu étais très préparé à cette idée que le tournage allait être cette chose un peu mystérieuse qui est de travailler avec des comédiens. C'est quelque chose que tu avais beaucoup réfléchi avant que ça ne se produise? Non, je ne l'avais pas du tout réfléchi. Je pense que je ne l'avais pas formulé et je devais en avoir l'intuition. Et puis après, je suis tombée par chance sur des acteurs très puissants. Je pense à Valéria Bruni-Tedeschi, à Emmanuel DeVos, à Emmanuel Salinger pour le premier court-métrage que j'ai réalisé. Et là, je pourrais dire, dès le premier plan, j'ai éprouvé quelque chose que j'éprouve encore aujourd'hui et que peut-être je formule plus qu'il y a presque 30 ans. Non, 25, disons. C'est que un acteur, quand ça se passe bien, enfin plus que bien d'ailleurs, je vais jusqu'à me dire qu'il est co-réalisateur. Il y a quelque chose de ça. On prépare, on prépare tout, le décor, son image. Et puis, celui qui fait le plan, c'est l'acteur. Il faut dire que ton cinéma, en fait, a été marqué, en tout cas dans son premier temps, par la rencontre avec une actrice qui est Valéria Bruni-Tedeschi, qui a vraiment été une sorte de corps conducteur parfaitement adéquat pour délivrer à l'écran ce que tu voulais y mettre, et avec qui tu as retourné souvent, parfois
en lui attribuant des rôles secondaires, à 2 reprises des rôles principaux. Est-ce que quelque chose déjà que tu avais pressenti quand tu as rencontré Valéria? Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as rencontrée et à quel moment tu as eu la prémonition que quelque chose de son cinéma allait, de ton cinéma allait se jouer aussi fortement autour de Valéria? Oh, j'ai pas eu de prémonition, mais quand on s'est rencontrés, j'ai senti. Enfin, je sais pas, elle m'a amené à. C'était pas seulement. Pardon, excusez-moi. Moi, j'ai eu une espèce de coup de foudre pour elle en la voyant dans une petite scène d'un film que Doyon faisait avec les élèves de l'école de Chéreau. Et c'était un film qui s'écrivait au fur et à mesure du tournage. Et Valéria jouait seule, une des choses, je trouve, les plus difficiles, dans une baignoire avec un canard en caoutchouc. Et je sais pas. C'est qu'il y a eu quelque chose qui est enfin, j'ai eu un coup de foudre et sans doute une espèce d'identification à l'époque, sûrement. Mais voilà, je m'en rendais pas compte. Et puis après, quand on s'est rencontrés, c'était dès la première rencontre, c'était au-delà de. Enfin, je me suis dit, je veux passer du temps avec elle. Tout ce qu'elle dit m'intéresse, tous ses mouvements m'intéressent. Je pensais. Enfin, ça allait même au-delà de. Ah tiens, cette scène, elle la jouera bien. C'était partager du temps, de la pensée, du mouvement. Tu avais déjà écrit le scénario du court-métrage qu'elle interprète Dis-moi oui, dis-moi non à ce moment-là. Oui. C'est pour ça que tu l'as rencontrée, avec déjà l'idée qu'elle serait dans ce court-métrage. Oui. Et toi, Olivier, donc tu disais que la question de l'acteur, c'était pas une question à laquelle tu avais beaucoup réfléchi avant de diriger des films, et que même dans tes premiers courts-métrages, cette question-là n'était pas encore centrale. Tu dirais qu'elle est devenue à quel moment ? Elle est devenue centrale à partir du moment où j'ai fait des trucs qui étaient un petit peu mieux, quoi. C'est-à-dire, mais disons que j'y suis venu par une voie un tout petit peu différente, c'est-à-dire dans le sens où j'y suis venu par l'écriture, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression de comprendre quelque chose quand j'ai commencé à réellement faire un casting pour mon premier long métrage. C'est-à-dire au moment où j'ai compris ce truc qui est magnifique, quoi, dans le cinéma, qui est l'incarnation. C'est-à-dire où tout d'un coup, il y a une chose qu'on a imaginée sur le papier, des choses qui sont éventuellement, je sais pas, des silhouettes de notre propre passé, de notre histoire, des gens qu'on a croisés, dont on sera... il y a cette espèce d'étrange mélange entre l'autobiographie et la fiction quand on commence à faire des films un tant soit peu personnels, et où tout d'un coup il faut choisir des corps, quoi, des visages, des corps qui vont tout d'un coup donner vie à ce qu'on a écrit. Et je crois qu'il y a deux manières de le faire. Il y a une manière, c'est d'être un peu concerné par le contrôle, c'est-à-dire considérer qu'on va essayer de trouver des personnages qui ressemblent le plus possible à ce qu'on a écrit et que ça va essayer de faire rentrer, etc. Et en fait, je crois, par chance, j'ai très vite compris qu'il fallait faire exactement l'inverse, c'est-à-dire choisir des acteurs qui contredisent ce qu'on a écrit, enfin, ou en tout cas qui le transforment, qui sont un tout petit peu autre chose, parce que à ce moment-là, il y a un truc qui se produit que j'appelle l'incarnation, qui est ce moment où en fait l'acteur devient le scénario, quoi. C'est-à-dire où devient plus fort que le scénario, plus intéressant que le scénario. C'est-à-dire dans le sens où je considère que tous les acteurs avec lesquels j'ai travaillé ont apporté quelque chose de plus que ce que j'avais écrit, et donc sont, comme on le dit tous plus ou moins, deviennent les co-créateurs du film. Et d'une certaine façon, ils infléchissent la fiction. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai eu une conscience un tout petit peu approximative au début, mais c'est quelque chose qui s'est confirmé, qui s'est déployé. Aujourd'hui, je suis convaincu que tous les films que j'ai faits, au fond, sont déterminés avant tout par des choix de casting, et y compris du point de vue de ce qu'ils racontent. Parce qu'un visage, c'est quelque chose qui raconte plus de choses qu'une réplique. Et de la même manière, j'ai commencé à prendre en grippe, y compris ce que j'avais écrit. J'avais pas envie d'entendre ce que je lisais, ce que j'avais écrit dans le scénario. J'avais envie d'entendre que tout d'un coup, ça passe par le filtre de la subjectivité d'un acteur. Enfin voilà, c'était un peu ça le processus pour moi.
Tu dirais donc qu'un personnage n'est pas une sorte d'essence fixe qui préexisterait au film, à la rencontre au comédien. Non. Il se crée au moment de la rencontre avec le comédien. Il se crée au moment du tournage. Il se crée plan par plan au moment du tournage, à travers une sorte de confiance mutuelle. C'est-à-dire que on peut aider un comédien à se lâcher, à s'abandonner, à se livrer, à partir du moment où il lui-même a suffisamment confiance dans le cinéaste qui le dirige pour le faire. Et de ce point de vue-là, j'ai toujours été plus intéressé, j'ai jamais été intéressé par le talent des comédiens, par le savoir-faire des comédiens, par la virtuosité des comédiens, qui est un truc qui m'a jamais même concerné. Et pour moi, c'est la personnalité du comédien, son individualité, c'est-à-dire la personne que j'ai en face de moi, dans sa vérité, dans sa complexité, qui apporte quelque chose, qui apporte non pas le savoir-faire, mais qui apporte le vivant à ce que j'ai écrit, qui moi va être plus théorique, parce que c'est mental, quoi. L'écriture, aussi humain qu'on puisse avoir envie d'être, c'est toujours des mots sur du papier. Il faut dire, Noémie, oui. Non, mais il y a des comédiens qui te révèlent la richesse de ce que tu as écrit. Oui, bien sûr. Mais c'est en ça que. C'est ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire que des choses dont je ne suis pas conscient, que je réalise quand elles se matérialisent. Noémie, pour toi, le personnage, il préexiste à la rencontre avec l'acteur, ou la plupart des personnages principaux de tes films ont déjà été écrits avec un acteur en tête Jamais avec un acteur en tête. Pas même Valéria. Pas même Valéria. Pas même Valéria. Non, j'ai l'impression que le personnage, je peux essayer de le chercher à l'écriture comme pour qu'il devienne une vraie personne, mais il ne devient une vraie personne que quand il est incarné. Et quand je propose à un acteur de jouer, j'ai plus envie de l'acteur que du personnage. Je suis tout à fait prête à renoncer à... Tu ne cherches pas le personnage quand tu commences à te poser la question de l'acteur qui va jouer dans ton film. Ce n'est pas sa conformité au personnage qui est un critère. Ah non, pas du tout. Mais même c'est une espèce de... J'ai un refus de ça. D'accord. Je veux pas. Cédric, sur cette question-là, est-ce que le personnage préexiste à la rencontre à l'acteur ? Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça le paradoxe pour moi, c'est-à-dire que l'acteur n'est pas du tout au cœur de mon désir de faire un film. C'est vraiment l'histoire et le propos et le rapport que je peux avoir à cette histoire. Mais c'est là où je me reconnais dans ce que dit Olivier, c'est qu'à partir du moment où le tournage, enfin l'acteur arrive, les acteurs arrivent, ils deviennent le centre de tout. Et effectivement, ce qui peut se produire avec un acteur, à ce moment-là, m'intéresse plus que le scénario lui-même. Et effectivement, et c'est même un peu dangereux des fois, parce que je peux être plus intéressé par la proposition de l'acteur que par ce que j'ai écrit moi-même. Donc en fait, ça peut être dangereux, parce que des fois, on perd enfin, moi, je peux perdre le film à ce moment-là. Mais voilà, mais en fait, j'ai l'impression d'en trouver un autre par l'incarnation. Et de toute façon, c'est ça que je trouve assez fascinant dans le cinéma, c'est les étapes successives, en fait. C'est comme chaque étape, et je trouve que de penser à l'acteur au moment de l'écriture, c'est presque comme brûler une étape pour moi. Ah oui. Ça ne t'est jamais arrivé ? Non. Non. Et les rares fois où ça m'est arrivé, ils n'ont jamais dit oui. Ça s'est jamais produit, et dans le fond, je pense que c'est une bonne chose. Ça rejoint aussi ce que tu disais sur le fait que finalement le choix de l'acteur peut aussi aller être un peu contre l'écriture. Thierry, est-ce que tu pourrais nous parler de cette relation entre le personnage et l'acteur sur ton premier long métrage, Les Apaches, qui est sorti il y a 3 ans maintenant. Donc c'est des comédiens qui n'étaient pas professionnels au moment du tournage du film. Est-ce que les comédiens sont arrivés à quel moment dans le processus ? Tu as d'abord écrit des personnages ? Non, avant même les premiers mots. Après, je pense que c'est ce film-là particulièrement. Le second emprunte un peu les mêmes voies, mais de façon, avec plein de choses différentes. Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs enjeux. C'était que le film
le point de départ du film était un fait divers qui s'était passé en Corse, qui mettait en scène des adolescents, et que ce fait divers-là, quand j'étais tombé dessus dans la presse, il incarnait pour moi plein de choses, des contradictions et aussi un certain rapport au contemporain que j'avais envie d'exprimer depuis très longtemps par rapport à Lille, quoi. Pour l'instant, les films que je fais, court-métrage et long-métrage, se passent en Corse. Donc il y a un enjeu pour moi de représentation très fort, de l'envie de représenter cet endroit, cette société, cette micro-société et son histoire de façon la plus complexe, la plus contemporaine, telle que je la vois. Et pour ça, il y a qui va incarner, qui est capable de porter ces enjeux-là, c'est important. Et donc, dès que j'ai eu sur les appages, j'étais au courant de ce fait divers, et j'étais immédiatement non seulement dans la ville où ça s'était passé. Je voulais d'abord avoir une photographie exacte, pas de la Corse, parce que je suis né là-bas, j'ai grandi, donc j'y passe beaucoup de temps, donc j'arrive à choper le pouls assez rapidement. Mais je voulais voir une photographie exacte de cette ville qui était Porto Vecchio, qui est une ville très particulière encore, qui est une ville à la fois en proie au tourisme de masse et complètement désertée l'hiver, qui est un endroit entre la ville, le village, assez hybride, assez entre la zone pastorale et le chantier, un truc très... Donc il a fallu que je rencontre beaucoup de jeunes gens, puisque c'était des adolescents, pendant des semaines avant, et de faire presque un workshop, ce que j'appelle un workshop, je n'ai pas d'autre mot, mais c'est ce que je fais souvent, c'est peut-être l'habitude, ça vient peut-être du théâtre, de travailler avec eux, de commencer de les filmer, de les rencontrer, comme on le ferait peut-être, c'est presque des tactiques documentaires, on va dire, comme on le ferait, jusqu'à rencontrer, pas mes personnages, puisqu'il y avait le fait divers, donc il y avait les personnages principaux, je les avais un peu en tête, mais de rencontrer, en tout cas j'avais envie qu'il y ait une troupe, un groupe que je pourrais dès le début intégrer dans l'écriture, non pas que j'écrivais entièrement en fonction d'eux, mais dans un aller-retour permanent, organique, jusqu'au entre eux, les histoires qu'ils me racontaient. Ça serait pas, quand je dis écrire à partir d'eux, c'est pas simplement je vois comment ils sont, je vais écrire. C'est pas ça. C'est plutôt collecter des histoires, collecter des récits et aussi passer du temps ensemble, ce qui est pour moi une chose très importante. Passer du temps ensemble, à pas forcément travailler, répéter, improviser, mais juste traîner, se parler, discuter. Ça, c'est très important pour qu'il y ait quasiment plus de différence. Pour moi, c'est aussi une chose importante entre le moment où on traîne ensemble, où on discute, où on se raconte des choses, où on est en casting, et le moment où on va tourner. Ça, c'est très important pour moi d'essayer d'éliminer ce moment de départ du tournage, allez, on y va, de cette tension-là. Il y a un prolongement organique, naturel, avec le temps de la préparation, avec les acteurs. Ça a à voir avec la danse peut-être aussi, où souvent en danse, on cherche à enlever, on cherche à trouver le mouvement permanent et on cherche à enlever le point de départ et le point d'arrivée. C'est un peu abstrait comme ça, quoi, mais voilà, c'est pour ça que c'est important que d'engager pour moi le casting, ou être dans les endroits du film avant même de commencer à rédiger une structure, un plan, une thématique, etc. Et ton deuxième long métrage que tu as tourné cette année, qui est en cours de montage, je crois, c'est élaboré selon la même méthode d'écriture conjointe au travail avec les acteurs? Oui, sur pratiquement 1 an et demi, 2 ans, il y a eu plusieurs workshops. Après, autant le premier est inspiré d'un événement réel, le deuxième, c'est des événements. C'est des événements qui ont à voir avec l'histoire politique, criminelle de la Corse, on va dire de 1991 à 2001. Donc il était important pour moi de travailler avec des acteurs et des actrices, professionnels ou non, pour moi il n'y a pas trop de différence, qui ait quelque chose à dire de ça, ou qui ait un rapport intime avec cette histoire-là. Et aussi, il était important, comme dans le premier, d'avoir une photographie exacte, puisque j'ai pris le film met en scène un groupe de jeunes gens, on va dire entre 25 et 35 ans, mais à partir d'événements qui se sont passés il y a 10-15 ans. Donc il fallait que je trouve des jeunes gens
de l'âge des vraies personnes à l'époque où les faits se sont déroulés, mais qui n'avaient pas vécu dans leur chair ce qui s'était passé, mais qui ont gardé une certaine trace. Le projet, il était qu'est-ce qui dans le présent, qu'est-ce qui dans le passé hante le présent. Et ça, j'avais besoin, voilà, on a fait un casting avec Julia Lyon, la directrice de casting, qui a duré plus d'un an et demi. Mais quand je dis un an et demi, c'est quasiment tous les jours. Le projet, il était celui-là, c'était de voir tous les jeunes gens en Corse aujourd'hui, et il n'y avait pas de casting au sens, il n'y avait pas je leur donnais pas des scènes ou des choses comme ça. C'était des entretiens, voilà, comme on peut le faire aussi en documentaire. Et à partir de là, il y a eu des groupes qui se sont constitués, les rôles principaux, qui n'étaient pas forcément écrits, mais qui le sont devenus en fonction des rencontres avec les acteurs ou non acteurs. Et on a été comme ça jusqu'au tournage. Et le casting même a continué y compris pendant le tournage. On va maintenant voir des extraits de films que vous avez tous les quatre réalisés. Et on va commencer par un extrait d'un film de Cédric. Donc c'est un extrait que tu as choisi avec Guillaume Canet et un jeune comédien dont tu peux nous dire le nom ? Slimane Ketabi. Voilà. Et est-ce que tu pourrais contextualiser dans la narration du film ce moment qui est donc une scène sur un bateau ? Oui, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve à s'occuper de l'enfant de sa compagne, qui les a laissés tomber un temps donné, et ça se passe très mal, et c'est le moment de réconciliation. Enfin, c'était censé être le moment de réconciliation entre les deux personnages. Et ouais, j'ai choisi parce que c'est un peu un cas d'école pour moi, cette scène. Sur la direction d'acteur. Donc on va regarder un extrait d'Une vie meilleure, qui est un film sorti en 2012, je crois. Oui, exact. Alors sur votre droite, vous pouvez découvrir le quartier de la Chaume, le quartier historique des marins-pêcheurs. Au XVIIe siècle, le port des Sables de l'Homme était le premier port mauritier de France. Tu fais où ça, toi? Regarde. Regarde, laisse-moi faire. Tu fais ça. Faut dandiner, tu vois. Faire croquer la plume à lui. Allez, vas-y, essaye maintenant. Vas-y. Mets ta main là. Voilà. Mets comme ça. Voilà. Non, mets ta main ici. Tu forceras moins. Allez, vas-y. Et tu dandines. Tu sais dandiner. Comment j'arrive? Comme ça, regarde, je te montrerai. Regarde, regarde. Regarde. Et hop. Et tu moulines. Pourquoi? Quoi faire? Pour remonter, ça fait remonter. Alors remonte. Ça, attends, regarde, d'abord tu montes, tac, et là tu moulines. Hop, voilà. Hop, voilà, remonte, hop. Et il n'y en a pas un là? Si! Philippe? Oui, j'arrive, qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a pas un là? Ah oui, bouge pas, excusez-moi. Non? Ah non. J'ai pas la pression, hein. Non. Oh, tu me fais peur. Eh, vas-y, mouline. Ah, mais et pourquoi c'est moi la C'est la boniche? pêche, toi, hein? Ouais. Là, regarde, tu laisses filer un peu, jusqu'au fond. C'est ton père? Oui. Mon beau-père. Ton beau-père, ah d'accord. Vas-y, non, mouline. Regarde, attends. Ouais, non, mais c'est pas moi, j'ai peur. Viens là, vas-y, viens là, c'est ton poisson, c'est toi qui l'as pêché. Eh, viens là, prends-le, c'est toi qui l'as pêché, vas-y, remonte-le. Là, je m'en fous. Tu le remontes, c'est toi qui le remonte. Allez. Mais j'ai peur des poissons. Mais non, mais c'est ton poisson. Attention. Allez, c'est à toi de le pêcher. Mais je ne pêche pas, j'ai peur. Il est con ce gamin, putain. Il est con. C'est toi-même qui Je te jure, il est con. Tu voulais pêcher, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Là, j'explique comment on fait. Maintenant que t'as un poisson, tu fais quoi? Tu fais quoi maintenant que t'as un poisson? Ah! C'est que je jette sur moi, je me tue. Je me tue. Allez, c'est c'est ton poisson. Ok, attends, laisse-moi tomber. Arrête. Hein? T'as eu peur? Lâche-moi. Allez, c'est pas grave. Hey, on va lui dire à ta mère que t'as pêché un poisson. Ouais. Hein? Tu vas lui écrire? Tu vas lui dire que t'as pêché un maquereau? On ne dira pas que j'ai
dira pas que j'écris. Hein. Non, on le dira pas. Elle te manque? Cédric, tu disais tout à l'heure en présentant l'extrait que tu voyais un cas d'école, c'est le mot que tu as employé. Qu'est-ce que tu dirais que ça a d'exemplaire en fait de ton cinéma? Je ne vais pas trop rentrer dans les anecdotes, mais en fait au départ, dans le scénario, c'était une scène assez classique de réconciliation entre les deux personnages. Et donc il l'emmenait à la pêche et la pêche se passait bien. Il était très heureux de pêcher un poisson. Et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Et donc voilà, donc c'est la première prise et la seule prise qu'on a faite d'ailleurs parce qu'on n'avait qu'un poisson. Enfin bon, tout était très... en fait, on ne pouvait même pas sortir. En fait, c'est une accumulation de catastrophes cette scène. C'est-à-dire qu'on nous avait interdit de sortir parce que la mer était trop houleuse. Et on a voulu quand même sortir parce que c'était le dernier jour où on était là et il fallait qu'on parte. C'est là où les impératifs du cinéma des fois. Donc le bateau faisait ça, l'opérateur est tombé malade très très vite, il était à l'avant du bateau. Donc j'ai pris la caméra, je voyais strictement rien, j'avais le soleil dans les yeux. Et j'ai vu que ça tournait pas rond, donc je suivais comme je pouvais avec la caméra. Je ne sais pas si un cadreur aurait suivi, enfin voilà. On voit, il y a même des gens de l'équipe à la fin dans la scène. Et donc il n'a jamais voulu pêcher le poisson, le gamin. Et puis après il était impossible de refaire la prise, il voulait pas, enfin voilà, il avait très peur. Donc pour moi c'était un ratage total. On a retourné la scène le lendemain de façon plus classique au bord à terre où il pêchait, tout se passait très bien. Et puis voilà, quand on a monté le film, on est retourné voir ces rushs catastrophiques et en fait il n'y avait pas photo quoi. Le film, c'est même au-delà de la scène, le film était là quoi. Tout à coup il y a une vérité du rapport entre eux et même pour Guillaume Canet, qui est un acteur en place, quoi, qui est un acteur professionnel, tout à coup, ce qu'il arrive à faire dans cette scène-là, c'est assez fantastique, quoi. Il est sans filtre. Donc moi, en fait, voilà, ça vient contredire toutes les idées de maîtrise qu'on peut avoir. Et dans le fond, c'est une des scènes dont je suis le plus content depuis que je fais du cinéma. Ouais. C'est que dans cette scène-là, le jeune comédien ne joue pas. Il est débordé par un sentiment de peur de ce qu'il a joué. Et par contre, Guillaume Canet rebondit là-dessus et lui continue à jouer. Voilà. C'est-à-dire que là, je suis doublement dépassé par les deux acteurs. C'est-à-dire que le petit joue pas, c'est totalement documentaire, ce qui se passe sur lui. Et l'acteur joue ce qui se passe et joue pas ce qui est écrit. Et donc, il prend le pouvoir sur la scène. Et en fait, le fait d'être deux fois dépassé donne une scène formidable. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un cas d'école en fait, parce que et dans le fond, franchement, je pense que je fais des films pour ça. Enfin, je pense qu'on pourra tous le dire à notre matière. Mais je trouve le moment où on est dépassé par ce qu'on a mis en place. Alors on le met en place. C'est-à-dire que j'avais choisi un enfant très peu contrôlable par rapport aux autres enfants que j'avais eu en casting. Donc inconsciemment, j'avais mis en place le fait qu'arrive ce genre de choses-là. Mais quand ça arrive, on est à la fois paniqué et en même temps, voilà, très content. Cette idée qu'un accident, c'est ce qui peut arriver de mieux pour un film pendant un tournage, c'est quand même une idée qui n'est pas étrangère de ton cinéma depuis le début, non? C'est quelque chose que tu as intégré très vite, qui fait partie de ta perception du cinéma? Non, je pense que dans le fond, je fais du cinéma pour ça. Je fais du cinéma pour être dépassé par le film que je fais. Enfin, en tout cas, c'est pour moi, si je vais raconter à chaque fois les moments de cinéma que j'ai vécu de façon plus intense, c'est ces moments-là où la chose m'a échappé. Voilà. Et que cette scène-là, en fait, tu allais pouvoir l'utiliser, tu en as le pressentiment quand tu continues à tourner ce très long plan séquence, en sachant qu'il y a une matière, au moment même où ça se passe. Au moment où je la fais, ouais. Au moment où je la tourne. Tu aurais pu couper ou Non, au moment où je la tourne, c'est une catastrophe. Puis moi aussi, je commence à être malade. On est sortis du bateau, on était tous malades. Non, franchement, je serais malhonnête de dire j'ai senti que j'avais une scène formidable parce que franchement, je pensais que c'était une catastrophe. J'ai même dit au monteur, regarde pas les rushs, c'est un foirage. Mais tu as choisi de ne pas couper quand même, d'aller jusqu'au bout du plan qui est très long. Oui, ça oui. Tant qu'il se passe quelque chose. Oui, quand même. Oui, bien sûr. Non, oui, donc tu as raison, c'est là où on est un peu contradictoire. Oui, t'as l'instinct. En tout cas, tant qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose à jouer, tu t'es dit.
Mais surtout, là, c'est vraiment Guillaume Canet qui fait la scène. Hein, parce que c'est lui qui ne s'interrompt pas. C'est lui qui continue à faire jouer le gamin et à le pousser dans ses retranchements. Est-ce que, en prenant avec un acteur qui, je pense, n'avait jamais joué, le jeune comédien qui n'avait jamais fait de cinéma avant Une vie meilleure, Non, il avait jamais oui, joué. bien sûr, et un acteur aussi, à la fois aussi expérimenté, mais aussi connu que Guillaume Canet, dans la direction d'acteur, hein, est-ce qu'il y a un ajustement à faire? Il y a énormément de scènes qui jouent ensemble. Pour moi, la direction d'acteur, elle est là, en fait. Elle est dans le fait de mettre dans les pattes des deux acteurs vedettes du film un enfant qui n'a jamais joué et qui en plus a une nature assez incontrôlable. Je me dis que là, l'interaction des deux univers va créer quelque chose d'intéressant. Et en plus, je trouve que ça opère. C'est-à-dire que je trouve que l'enfant oblige aussi à un moment aux acteurs à lâcher prise, parce qu'ils doivent le faire jouer, le prendre en charge, donc quelque part, ils se regardent moins, quoi. Et par contre, le dernier plan de cette séquence, le dialogue entre Guillaume Canet et l'enfant, là, pour le coup, il est totalement écrit et totalement joué. Non, Après, il est réécrit. Il est voilà, réécrit il a été en réécrit. fonction de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que comme il vient de se passer ça, puisque le dialogue commande ce qui vient de se passer, donc je leur dis, voilà, en 4 phrases, je dis à Guillaume Canet, dis ça, ça, ça. De toute façon, le principe du tournage, c'est que l'enfant n'avait pas de dialogue et il n'avait pas de réplique. Donc il ne jouait qu'en réaction avec les adultes. Ah d'accord. Ouais. Aucune ligne de ces dialogues Non. n'a été écrite? Non, de toute façon, il y a des enfants qui savent jouer avec du texte. Lui, vraiment pas du tout. Il était très très vivant, très, très impulsif, très réactif, mais il avait aucune maîtrise du jeu. Donc c'est un peu vertigineux comme choix, mais franchement, c'était assez payant, hein, parce qu'il est assez formidable, le gamin. Et donc quand il dit à Guillaume Canet, tu ne diras pas que j'ai eu peur, c'est son L'impro. idée en fait. C'est de l'impro. Ouais. Ah. Et est-ce que tu as des souvenirs sur tes précédents films ou sur celui qui a suivi, d'accidents heureux de ce type, de choses que tu n'as pas contrôlées ou Comme celui-là. Non, sur tes autres films. Ouais, mais le même genre de Voilà, dérapage. quelque chose que tu vis d'abord comme un accident, mais dont tu te dis a posteriori que ça va servir le film. Ouais, bah disons, par exemple, si je prends l'exemple de Trop de bonheur, là, qui était un film où Olivier a fait aussi, dans la même série où Olivier a fait un film, n'était qu'un immense dérapage. C'est-à-dire j'ai pris toute une bande d'acteurs marseillais qui n'avaient jamais joué, et alors là, je maîtrisais rien du tout. Et on a tourné comme ça quasiment, enfin on faisait la fête et je filmais la fête, et eux ils ont fait la fête 5-6 soirs d'affilée. Je maîtrisais aucune histoire qui se passait entre eux. Ce qui se passait à l'extérieur du tournage débordait complètement sur le tournage. Des acteurs qui avaient des tout petits rôles prenaient énormément de place et tout ça. Et franchement, j'ai un souvenir assez extraordinaire de ce tournage. Donc Moi, je suis l'acteur, pas du tout un cinéaste de la maîtrise. Hein. Oui, c'est vrai. Et l'acteur, c'est précisément ce qui peut mettre en défaut la maîtrise et du coup apporter de la vie dans un film. Je veux pas dire des choses définitives sur les acteurs. Je trouve que c'est plus facile d'arriver à des situations de débordement ou de dérapage avec des acteurs un peu moins, des gens qui ont fait peu de films ou qui sont amateurs, pour être tout à fait honnête. Et du coup, le terme de direction d'acteur, est-ce que c'est un terme qui te va, puisque précisément ce que tu cherches, c'est des acteurs qui dépassent, plutôt qui mettent en danger la Moi, direction? j'ai jamais compris le terme direction d'acteur. Pour moi, c'est complètement opaque comme expression. Je crois beaucoup au choix. Je crois que le choix de l'acteur, c'est déterminant. C'est comme une croyance, quoi. Et voilà, que ça va être vraiment la personne qui va devoir incarner l'histoire. Quand ça opère pas, enfin, je pense qu'on a tous vécu, c'est vertigineux, quoi. Quand tout à coup je me rends compte que l'acteur n'est pas au rendez-vous de mon rêve de film, je me sens impuissant. J'ai pas l'impression que par les phrases et par les mots, je vais pouvoir le ramener vers ça. Et voilà, et je crois beaucoup au dispositif. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, de prendre Guillaume Canet avec ce gamin, ou de choisir les acteurs que j'ai choisis pour Trop de bonheur, etc. Enfin, je pourrais donner plein d'exemples. Le dispositif fait quasiment 80% de la direction d'acteur. Après, je pense qu'on peut rectifier des choses à la marge, on peut corriger des petits défauts. Je pense qu'on peut corriger des défauts, mais qu'on ne donne jamais de qualité, au fait. On ne donne jamais de vie, on ne donne jamais de fantaisie à un acteur. Donc voilà, je pense surtout c'est de l'amour, du regard, de la confiance donnée. Mais la direction d'acteur au sens... Et puis j'ai fait beaucoup d'exercices à la FEMIS, ou dans des écoles de cinéma. J'ai appris beaucoup aussi d'ailleurs en regardant les autres diriger des acteurs, ou maintenant j'apprends en faisant l'acteur de temps en temps.
Je ne crois pas beaucoup aux vertus du discours. Et est-ce que tu pourrais dire, comme l'a dit Noémie tout à l'heure, que c'est d'abord une relation de vie en fait, qui se noue avec une personne et que de cette relation, il se dépose quelque chose dans le film? Ouais, alors moi j'ai une certaine distance, c'est-à-dire que j'ai pas ce truc de la relation amicale avec les acteurs. J'ai jamais trouvé mon double non plus, c'est ce qui peut-être... Enfin, c'était pas un choix, j'aurais aimé trouver mon double, et peut-être je le trouverai un jour. J'ai pas trouvé l'acteur qui me C'est peut-être toi représentait. en fait, puisque tu es acteur maintenant, ton double. Je l'attendais, je sais pas quoi. Ouais, je pense que c'est un échange d'énergie, un échange d'envie. C'est communiquer surtout son désir du film à l'acteur, quoi. Je pense qu'il faut... La responsabilité d'un metteur en scène, je pense, c'est de donner envie aux acteurs de jouer. Et d'y aller, de prendre des risques et d'aller au-delà du scénario. C'est-à-dire le scénario propose un bond à 1 mètre et d'aller à 1m20, 1m40. Oui, mais pour moi, la vie, elle est sur le plateau. C'est pas forcément, j'ai besoin d'avoir une relation le soir ou en dehors du tournage. Mais effectivement, par exemple, j'ai beaucoup de mal, pour illustrer ce que tu dis, j'ai beaucoup de mal avec les acteurs qui restent dans leur loge et qui viennent sur le tournage juste pour tourner. Ça, pour moi, c'est très, très difficile. Parce que j'ai besoin d'avoir les interludes, j'ai besoin de pouvoir déconner entre les prises. J'ai l'impression que là, je transmets beaucoup de choses. Si c'est juste cantonné à l'instant du travail, je ne sais pas bien le faire. On va enchaîner sur un deuxième extrait, qui est un extrait de La vie ne me fait pas peur, et qui en fait est un montage de 2 extraits dans le film. D'abord les premières minutes du film, avec 2 petites filles, et ensuite un deuxième extrait qui va être enchaîné, où il y a 2 actrices plus âgées, les 2 scènes résonnent, on va les regarder, et ensuite avec Noémie, on va les commenter. Oui, rentre, Jacqueline. Rentre. Gigi. Bonjour, monsieur Nick, comment ça va? Oh, très bien, madame Pouette-Pouette, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Moi, des filles du relais. Je suis fâchée parce que ma fille ne veut pas sortir de ses carapaces. Comment ça, elle veut pas sortir de ses carapaces? Allez, sors, ma fille, tu auras une fessée. Ne peut rien écouter. Comment s'appelle votre fille, madame Pouette-Pouette? Jacqueline. Allez, sors, Jacqueline. Un deuxième extrait du film, un peu plus tard dans le film. La civilisation, tu connais? Quoi? Ça fait 1 heure que tu m'écrases le pied. Que je t'écrase le pied. T'as oublié de descendre. Si l'homme descend du singe, t'as oublié de descendre. Où va? Unga Watimba. Pardon? Oui, c'est moi. Donc La vie ne me fait pas peur, c'est ton deuxième long métrage, il est sorti en 1999, donc il raconte la vie de 4 personnages féminins, de leur petite enfance quasiment jusqu'au moment où elles deviennent jeunes adultes. Et donc là, ce sont les mêmes personnages, mais avec des actrices différentes, des actrices très très jeunes et ensuite des actrices adolescentes ou un peu plus qu'adolescentes. Peut-être qu'on peut d'abord parler du tout début du film. Elles ont quel âge, ces comédiennes? 5 ans, un peu plus, 5 ans et quelques mois. Et
je revois jamais. Et là, en voyant, et en pensant à ce que tu viens de dire, Cédric, je crois que je me l'étais pas formulé comme ça, mais c'est un moment où j'ai été et où on a été complètement dépassé. C'est un moment qui n'était pas du tout écrit comme ça. On a été dépassé et on a pu être dépassé, je crois, grâce à ce qui s'était construit entre nous, entre ces deux petites filles et entre chacune de ces petites filles et moi. En fait, la scène, elle était sage. C'est-à-dire qu'au départ, elle se jouait- barbouillait de confiture. Non, même pas. Elle jouait avec de la confiture, mais elle jouait très 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 gentiment avec de la confiture. Commence à déraper. Alors. Mais c'est un dérapage qui aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu une chose de faire connaissance, de s'aimer beaucoup et d'être heureuse comme avec des acteurs adultes et dits professionnels, c'est-à-dire une espèce de très 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 grand plaisir à être prise dans mon regard, dans le désir que j'avais d'elle, et de très très grand plaisir pour moi à les regarder en m'émerveillant, quoi. C'est-à-dire, si ça n'avait pas eu lieu avant, la scène n'aurait pas pu arriver. Et puis en fait, c'était un jour dramatique où j'ai dû quitter le plateau parce que quelqu'un mourait, et puis je suis revenue sur le plateau. Évidemment, je leur en ai pas parlé. Elles ont été, et je suis revenue très très saoule, mais très saoule. Et je pense qu'elles étaient. Est-ce qu'on leur a dit que quelqu'un était mort? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'elles ont été tellement poreuses à leur metteur en scène, et qu'elles ont proposé ça. Ouais. Il y a eu beaucoup de prises? Il y en a eu une très très longue. D'accord. Et très vite, la partie, disons, plus sage du jeu, tu l'as tournée aussi et tu l'as pas montée? Ou Non, on l'a tu pas tournée. n'as tourné que ce moment-là? On l'a pas tournée. Et dans le plan qui précède, où elle joue avec des animaux, là, pour le coup, elle respecte un canevas que tu as écrit? Oui. Et ça, on l'a tourné le lendemain. D'accord. On l'a tourné quand c'était un peu... Mais il y a des acteurs avec qui on... Enfin, pour moi, ce qui s'est passé là, c'est quand ça se passe au mieux, vraiment au plus, avec un comédien ou une comédienne. C'est quand on est totalement ensemble et qu'on fait avec les pensées qu'on a du film, de la situation, mais au bout du compte, avec ce qui se passe à l'instant. Quand il y a la possibilité de faire ça, Et cette recherche d'une osmose, je ne sais pas si c'est le bon mot, entre la cinéaste et les comédiens, est-ce que le fait que ça ne passe plus par le langage, la parole, le dialogue, c'est quelque chose de clé pour toi? Puisque dans la scène qui suit, il se passe à nouveau quelque chose qui renvoie à l'animalité, à quelque chose de l'ordre de la transe aussi. Est-ce que c'est ce que tu recherches de façon plus ou moins directe selon les films? C'est pour ça que tu as choisi le deuxième extrait, j'étais très surprise. Je me disais, merde, j'ai pas de vocabulaire. Mais sans doute, en tout cas, je n'en ai pas conscience et je ne cherche pas à en avoir conscience, mais certainement au moment de ces deux films-là, Petite et La vie ne me fait pas peur, il y a quelque chose de... Oui. Et pour le coup, dans ton travail avec les comédiens, est-ce que tu utilises beaucoup la parole? Est-ce que tu leur parles beaucoup? Tu expliques des choses ou le moins possible, au contraire?
je préfère que ça passe pas par des explications, mais je crois que ça peut passer par... je suis un peu comme Cédric, pour moi, direction d'acteur, c'est une formule que j'arrive pas à m'approprier, mais en tout cas, ça passe par la façon dont on se regarde, ça passe par comment on parle du film, de l'envie du film, comment on donne le scénario, comment on passe du temps ensemble, mais ça ne veut pas forcément dire aller boire des coups systématiquement le soir après le tournage, mais en tout cas, ça veut dire il ne s'agit tellement pas d'un savoir-faire ou tiens, bah voilà, il y a cette situation. Il ne s'agit tellement pas de ça, mais dis, tu diras mieux que moi. Est-ce que tu fais généralement beaucoup de prises ou comme là, très très peu? En fait, ça dépend des acteurs. Moi, je crois que j'aime bien... mon goût, c'est de faire beaucoup de prises, parce que j'adore la répétition et l'oubli dans la fatigue. L'oubli qu'on peut trouver dans la fatigue. Mais il y a des acteurs qui sont pas du tout heureux avec beaucoup de prises. Et à ce moment-là, on peut même n'en faire qu'une. C'est Garel qui fait une prise. Et est-ce que, même si tu disais donc que tu ne te sentais pas totalement à l'aise avec l'expression de direction d'acteur, lorsque tu fais pas mal de prises, est-ce que malgré tout ça t'arrive de donner une indication pour rectifier la direction qu'a pris l'acteur en disant parle plus lentement ou des choses comme ça, qui sont quand même des directives plus ou moins? Ah oui, bien sûr, mais ça prend pas forcément la forme d'une indication. Un acteur est tellement toute antenne sortie, toute sa sensibilité, sa pensée, il est comme ça quoi, avant une prise, que ça passe pas forcément par... ça ne passe jamais par dis-le comme ça ou fais-le comme ça, jamais. Oui, le pire qu'on puisse, les trucs les pires qu'on puisse dire à un acteur, c'est vas-y pleure, vas-y rigole, c'est impossible. Et par contre, ça peut être une façon de pas dire moteur, de pas dire action, de dire autre chose que action. Ça peut être un bout de morceau de musique juste avant, ça peut être un truc chuchoté à l'oreille, ça peut être un geste. C'est une sorte d'induction qui passe pas vraiment par une directive formulée dans des mots. Et quand tu décris l'acteur comme une personne tout antenne dehors, je crois que c'est ce que tu as dit, est-ce que tu dirais qu'un acteur, au moment de la prise, c'est une personne dans un état d'extrême fragilité et qu'il faut composer avec ça, ou non, tu dirais pas le mot fragile? Non, je dirais pas le mot fragile. D'ouverture, de concentration, de porosité. Oui, mais pas forcément... Alors ça rend fragile d'être tout ouvert comme ça. Mais... Pas forcément dans ce temps-là qui est celui de la prise. On va enchaîner sur un troisième extrait. Donc un extrait de ton film Thierry, Les Apaches. Et là encore, c'est un enchaînement de deux extraits qui sont plus ou moins au cœur du film. Est-ce que tu peux les contextualiser narrativement ? Oui, c'est deux extraits qui sont consécutifs. Le premier, c'est une négociation entre deux des jeunes gens du film sur comment se sortir d'une situation compliquée, quoi. L'un et l'autre essaient de se convaincre de ce qu'il faut faire sans en parler. C'est-à-dire qu'il y a eu un vol. Ils ont participé à un cambriolage, à un vol dans une villa. Ils ont été découverts et l'un d'entre eux a été obligé de fuguer. Et les deux personnages qu'on va voir là le soupçonnent, celui qui a fugué, d'être sur le point de les dénoncer. Très bien.
Merci de ces Janine. On n'est pas contente. On a un message qui s'adresse au corps médical. Bonjour, docteur. Dégage-moi de là. Mais les chasses, les pastèques du Brésil, elles sont où hein? Tu les as laissées à Cuba? Oh les gars, je vous l'ai dit ou pas? L'imitation, c'est ma vocation. Je suis un grand moi, c'est bon de merde. Rentrez chez vous en Gaule, va que pas de Commence pas. Ah, mais avec ma femme Géraldine, hein, on s'est fait un séminaire en Kursk. Non, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on reviendra. Ça, c'est sûr et certain qu'on reviendra. Qu'est-ce que tu fais, putain de merde? Tu vois pas qu'on se fait remarquer depuis tout à l'heure? Non, mais t'inquiète pas. Un jour, il va se faire casser la gueule par quelqu'un qui va pas aimer, on va bien rigoler. Je te le dis. J'en ai pas encore rêvé, crois-moi. Vas-y, roule. Allez, pas que les gaulois, c'est des piques. Avec l'entrée chez eux. Mais tu m'appelles pas débile, ou gros? Mais vas-y, putain, tu sais pas conduire ou quoi? Vas-y, bon, je te regarde. Vas-y, bon, je me laisse. Conduis, tu fais ta gueule. Conduis. Non, tu vas te faire quand t'es moi-même. Toi, tu vas pas me faire comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, encore de merde? Qu'est-ce qu'il y a? Culé, hein. Ils ont menacé tout le monde au quartier. Ils ont dit que ça allait être un bain de sang d'avant. Il y a même l'imam qui a été prévenu. Même sa femme. En plus, je crois qu'ils savent que le jeune n'était pas seul, qu'il y avait des complicités. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, je comprends pas, mais c'est en train de déraper tout ça. Je veux pas finir dans le maquis, moi. S'il m'arrive quoi que ce soit, personne ne dira rien. Tout le monde s'en foutra. Arrête un peu de pleurer. On dira que j'ai eu que ce que je mérite, que c'est sûr que j'allais mal tourner. T'inquiète, on trouve une solution. On n'est pas du même côté de la barrière, toi et moi. C'est pour ça que tu fais ton calme. Arrête. Tu les as mis où? Réponds, tu les as mis où? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ces fusils de merde? Je vois pas que c'est notre vie qu'on risque. Regarde comme ça, regarde-moi. Tu as vu comme je suis habillé? On dirait un Roumain, on dirait. J'en ai marre de pas rejoindre sur mon compte, de pas pouvoir amener ma femme au resto, de pas pouvoir recharger mon téléphone. Tu veux que je te dise quoi? 30 000 € ils valent ces fusils, avec ça on refait une vie. C'est cet enfoiré qui a avancé, c'est le jeune, je te le dis moi. Je le sens pas depuis le début. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? Pourquoi tu es revenu alors? Hein? Parce qu'il a pas rendu les fusils, t'es complètement con. Mais pas que, Hamza, mais pas que ça. Il a dit qu'il avait des complices avec lui, c'est obligé. Il peut pas avoir donné le nom, c'est pas possible, j'y crois pas. Il a pas encore donné le nom. Thierry, C'est dans l'ordre imposé. Bon, normalement, c'est la première, elle vient après, mais bon, c'est pas D'accord. très grave. Ah, désolé. Tu décrivais tout à l'heure, Thierry, le processus d'écriture à l'œuvre dans ce film, qui était qu'à un moment donné, ça se construit avec les comédiens. Quand on arrive à l'étape du tournage de ces deux scènes, il y a quand même un moment où tu apportes aux comédiens une scène que tu as écrite et qu'ils ont à jouer, ou est-ce que ça se fabrique encore au tournage? Alors là, c'est deux scènes différentes et pas forcément les plus emblématiques. En plus, la séquence dans la voiture dure vraiment 20 minutes. C'est un vrai vortex du film qui est lui-même assez court, mais il y a une vraie chasse. C'est une chasse dans la nuit, dans la ville infestée de touristes. Et cette scène-là, elle est très écrite parce que c'est vrai, c'est très compliqué de tourner dans les voitures de nuit, quand il y a du monde. Il n'y a pas d'accroche capot là, mais on change la place de caméra à chaque fois qu'on est suivant les acteurs. Donc c'est vraiment assez pénible à faire. Donc il faut que ce soit assez précis. En revanche, elle s'est écrite en improvisation. C'est qu'on a passé du temps dans la ville à inventer des choses avec eux. Ils disaient, je les laissais un peu libres de dire ce qu'ils voulaient, tout en sachant vers où ils allaient. Je réécrivais, 2 jours après on se retrouvait, on repartait dans la voiture, ils refaisaient la scène mais cette fois-ci avec leurs mots et on a affiné comme ça. Le but étant que la scène elle se construise, qu'on ait une impression de pur présent, quoi. C'était parce que le film est très simple, c'est 3 jeunes gens en tuent un autre, l'enterrent dans la forêt. Le truc est très
minimal. La question, c'est comment les choses, comment la catastrophe arrive seconde après seconde et pas de façon préméditée comme on pourrait le croire. Et donc, sur ce moment-là de la ville, il était de construire petit moment par petit moment et d'être, d'assister à quelque chose qui se passe presque en direct. Donc, c'est cette impression comme ça que les acteurs soient au présent. Qui est compliqué cette impression de présent est très compliquée à construire. Et je me rappelle très bien, tu parlais de Trop de bonheur, qui est un film qui m'avait énormément marqué. Bonheur et Trop de bonheur et aussi L'eau froide pour les mêmes raisons. Mais Trop de bonheur parce que ça se passait aussi dans le sud et c'était une jeunesse que je connaissais et je me souviens, il y avait une espèce d'impression de fascination du présent, quoi, de dire comment les choses peuvent ça se passe en vrai, tout en voyant que c'était vraiment de la fiction et que c'est pas du tout juste on laisse tourner la caméra, mais quelque chose se passe en vrai sous nos yeux et que ça produisait pour moi une espèce de c'était un truc assez électrique que j'ai cherché à reproduire. Donc voilà, sur la séquence de la ville, elle est tournée de façon assez classique. Sur la séquence ensuite qu'on voit où il négocie, c'est vrai que je les vois, le moment du tournage est un moment je trouve assez à des moments excitants, mais presque trop électriques. J'ai l'impression, sur le deuxième film, j'avais l'impression de réussir à être un peu plus calme, mais sur cette séquence, je me revois, parce que je parle beaucoup pendant les prises, énormément, pousser des hurlements, parce que j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas à l'intensité que je cherchais. Et c'est eux qui avaient raison. Et ils me ramenaient, et c'est moi qui étais dans une vision assez psychologisante de la scène, parce qu'en réalité, ce qui se négocie, c'est un accord tacite entre eux d'aller tuer quelqu'un d'autre. C'est pas tellement l'expression de la peur, c'est pas un état dans lequel ils sont, c'est une négociation en sous-marin, de dire on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'aller le tuer. Ces mots ne seront jamais dits dans le film, mais dans la scène, il y a ça entre eux. Et j'avais l'impression, pendant le moment du tournage, qu'ils n'étaient pas qu'ils n'étaient pas au niveau d'intensité de la scène. Et quand je la revois et quand je me rappelle les prises, je me dis c'est eux réellement qui avaient raison de ne pas surdramatiser ou de ne pas se mettre dans un état particulier, qui est pour moi ce qui bloque le jeu, de dire à un acteur ou en tant qu'acteur de dire j'arrive là, je dois être énervé ou je dois être en colère. Et c'est vraiment tout ce qui aide pas pour jouer, quoi. Ce qui aide à jouer, c'est de commencer à zéro et d'avancer seconde après seconde. Donc voilà, j'étais pas dans la bonne écoute de la scène, je me rappelle, et eux l'étaient. Et sur ce qui me fait dire aussi, c'est que c'est sur la nature du jeu. Je me rends compte de la nature du jeu que je peux chercher, ou que j'ai pu chercher avec les acteurs. Je suis tombé cet été sur une émission de radio où il y avait, c'était un hors-champ sur Philippe Garrel, et à un moment donné, il disait si vous tombez, si n'importe qui rentre dans une pièce et que la radio est allumée et qu'à la radio, l'émission passe un extrait de film, sans savoir que c'est un extrait de film et sans savoir quel film c'est, tout de suite, au petit son, à la petite musique, vous allez reconnaître que c'est du cinéma. Et Philippe Garrel disait, moi, tout mon travail, c'est d'essayer d'enlever cette petite musique, alors sûrement pour en créer une à lui, mais c'était de créer cette espèce de petite chose qui fait que quand on regarde à des moments, on a l'impression que tout est instrumentalisé, que les personnages et les acteurs vont dans une direction qui est celle choisie par le scénariste ou par le réalisateur qui a envie de dire quelque chose. Et comment on fait pour enlever cette impression-là et de ne pas capitaliser les choses, mais que les choses ne sont pas globales, mais juste s'inventent sous nos yeux et dans le corps des acteurs. Voilà, c'est le travail qu'on a essayé de faire tout au long du travail préparatoire et à l'intérieur même, au moment du tournage aussi. Et est-ce que, comme Philippe Garrel, tu penses que ce sentiment de fraîcheur, de ce qui advient, de ce que tu qualifiais comme le sentiment que c'est du présent, est préservé par le fait de ne pas faire beaucoup de prises? Ou est-ce que tu penses que ça n'a pas forcément de rapport et tu peux parfois faire beaucoup de prises?
J'aimerais en faire très peu. Mais sur le dernier, j'essayais, je gardais cette idée-là, de dire d'en faire une, et puis voilà, et de tout mettre, de mettre les conditions en place, de mettre le dispositif, que tout soit bien pour que, en une prise, quelque chose, voilà. Mais c'est très compliqué. Je pense qu'au bout de 15-20 films, peut-être qu'on y arrive, mais je trouve ça très très compliqué. Voilà, à Ocean aussi, je crois qu'il fait très peu de prises. Surtout cette impression du présent. Mais là, sur des scènes comme ça, c'est pas le cas du tout, en tout cas. C'est beaucoup de prises, mais pas pour obtenir, pas pour que la prise soit parfaite, mais pour avoir vraiment des variations, pour continuer d'écrire en cours. S'arrêter, aller discuter avec les acteurs, de dire mais et si en réalité c'est pas ça qui se passe, ok, on change, c'est pas toi qui dis ça, c'est lui, parce que voilà. Et si essayer autre de faire chose des toujours présent. expériences, à chaque prise c'est une expérience différente. J'essaie de pas faire une prise en disant ouais là ça serait bien que tu sois un peu plus énervé là, je fais jamais des choses comme ça. C'est ce que tu disais Noémie, de jamais montrer aux acteurs, ou à moins qu'ils le demandent, ou jamais donner des indications qui seraient soit plus tristes, soit plus gaies, voilà. Mais des changements de rythme, voilà. Faire les scènes très 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 lentement ou le plus rapidement possible, voilà. Donc le changement des prises, il sert à avoir quand on est acteur, ça. Par exemple, j'avais en tant qu'acteur joué dans un téléfilm américain, j'avais été étonné de ça. C'est que pour être pris dans ce téléfilm, j'avais passé mais peut-être 15 essais, quoi. C'était infini. Je revenais toutes les semaines, je me disais c'est pas possible. Et le rôle n'était pas si grand que ça en plus. J'avais passé des essais infinis. Et sur le tournage, en revanche, la question de ma légitimité, ce qui était pas du tout en cause, ce qui est des fois pas tout à fait le cas dans ce que j'avais pu observer dans certains films français où souvent le metteur en scène doute et fait douter l'acteur. Par contre, il demandait des choses radicalement différentes d'une prise à l'autre, comme si l'acteur était loué par la production, par le metteur en scène, pour qu'il donne un maximum de choses, un maximum de couleurs, un maximum de variations, pour après au montage faire des choses, mais que voilà, il y avait cette idée qu'on est au travail d'une prise à l'autre, pas pour faire la même chose, pas pour améliorer, mais pour donner quelque chose de très d'autres possibilités de la scène. Et tu interviens toujours dans le temps de la prise? Tu diriges tes acteurs pendant le plan? Ah oui, c'est très cauchemardesque pour le monteur son, parce que dans les prises, je parle, oui, pas tout le temps, non, ça dépend des scènes. Parce que là pour le coup, tu expliquais que finalement tu pensais que le degré d'intensité auquel jouaient tes comédiens était peut-être plus juste pour la scène que ce que tu leur demandais, mais cet examen critique que tu fais ne t'a pas incité à moins intervenir? Si, bien sûr, mais après, parce que là c'est une intervention particulière, je hurle, quoi. Mais il y a des moments où j'interviens de façon moins. Je suis pas simplement un coach qui dit ouais, vas-y. C'est pas simplement ça. C'est un dialogue qui continue. Ça peut être un dialogue. C'est que derrière la caméra, c'est pas simplement des demandes, c'est continuer. Continuer continuer le dialogue. C'est pas forcément pour donner des indications plus fort, moins fort, plus vite, plus lentement. Ça serait pour dire, pour dire des choses à des moments, pour continuer. Pour aussi cette idée encore une fois, c'est aussi pareil. J'aime pas beaucoup le concept de direction d'acteur parce que ça sous-entend qu'il y ait des trucs et qu'il y ait des comment dire des qu'il y ait des trucs pour... Mais malgré tout, des fois, il y a des petites choses dont on a besoin. Et moi, je sais que enlever l'impulsion de départ, enlever au moment de départ de la prise est important. Donc parler pendant la prise, ça permet aussi de dédramatiser et de revenir au présent. Souvent, quand on est acteur, on est aveuglé, on joue comme ça, on rentre parce qu'il y a une tension, parce qu'il y a un trac, parce qu'il y a une pression, on rentre dans la scène comme on rentrait sur un plateau de théâtre. Et on ne voit plus qu'il y a un chien qui passe, il y a un bruit. On est plus poreux à ce qui se passe sensoriellement et qui nous permet de juste, de pas simplement revenir au présent, mais rejouer avec des éléments concrets, physiques. Donc parler pendant la prise, ça permet de revenir, de sortir de la petite musique et d'être de revenir dans
dans le réel, je sais pas, mais dans un espace commun entre derrière la caméra et devant, comme on essaie de construire un espace commun entre la salle et voilà, qu'on soit d'être à la même fréquence, quoi. Quand ça marche, c'est et après c'est la question de la pensée aussi. C'est là où je vois les acteurs et ça se passe dans leurs yeux, c'est que je vois la pensée qui n'est pas quelque chose de réflexif, qui est quelque chose d'actif, qui est quelque chose de physique, qui est souvent on dit que c'est la sincérité, mais c'est plutôt la pensée, c'est-à-dire que ce qui est préalable à la parole ou au geste, c'est une pensée, c'est comme une vague sur laquelle on surfe ou une route sur laquelle l'acteur ou l'intention est engagée. On va enchaîner sur un 4e extrait, qui est un extrait de Sils Maria. C'est un extrait où la comédienne qu'interprète Juliette Binoche et son assistante qu'interprète Kristen Stewart sont à la montagne et vont répéter une scène d'une pièce de théâtre que doit interpréter le personnage de Juliette Binoche. Please knock when you enter my office. You summoned me. I didn't summon you. I asked you to come. What's the difference? Well, this difference is when I summon you, it's for professional reasons. When I ask you to come, it's for personal reasons. So it's personal. Yes. All the more reason not to knock. Everyone knocks before coming into my office. I could have been in a meeting or in a private call. I'm surprised Josephine let you through. I told Josephine it didn't concern her. She understood perfectly well. Understood what? That we have a personal relationship. Since when does Josephine know that we have what you call a personal relationship? Don't be stupid, she has eyes. You want me to draw you a picture? Please don't draw me a picture. I thought it was between you and me. I'm cold. Who else knows? I don't know. But in an office, word gets around pretty fast. You hired me as your personal assistant. I'm underqualified. Everyone understood right away that I could come and go as I pleased. I created a vacuum around you to keep my hold on you. Created a vacuum to keep you hold. Don't you realize? No. I don't see things that way. And everyone else got it before you did. Shall we stop here? Sure. Can you repeat Sigrid's last lines? Then everyone else got it before you did. Alan pauses and stares at Sigrid. What started at my place that night? I won't deny a thing. I probably wanted it. I don't know. It's as if you put this idea in my head. If you allowed yourself to be manipulated, it's because you wanted it. I don't want anything. Stop. I can't stand that condescending tone of yours. You want to be clear? This can't go on. Whatever you say. I thought it over. It's finished. So I'll leave. No, you'll stay. You do your job well. I have no complaints. I stay and it's finished? If we stop. And act as if it never happened? Yes. Helena, you're not capable of that. Je suis désolé, je découvre que c'était une version sans sous-titres. J'imagine que tout le monde a un peu ou prou des notions d'anglais et que la scène restait tout à fait intelligible. Olivier, donc à plusieurs endroits dans le film, il y a des scènes où donc tu diriges, je ne sais pas si c'est le bon mot, des actrices qui jouent. Et c'est quelque chose que tu avais déjà fait dans Irma Vep, par exemple. Est-ce qu'il y a une jubilation particulière à écrire une scène pour une actrice qui va jouer, une actrice qui joue? Enfin,
Oui, sans doute. Enfin, disons que cette scène-là, on n'est pas la meilleure illustration, mais enfin, elle est intéressante quand même. Moi, j'aurais pris, juste parce que, il y a dans le film deux dimensions. Hein. Il y en a une où ces deux personnages sont en train de faire leur travail, c'est-à-dire l'une aide l'autre à aborder un personnage, à répéter donc un rôle dans une pièce de théâtre, et puis il y a des moments où elles sont toutes les deux, et où, etc. Et donc, quand il s'agissait de scènes qui sont de cette pièce de théâtre imaginaire, c'est très écrit. Là, c'est une scène qui est très découpée, très écrite, assez précise et aussi, disons, au fond, plus contrôlée que beaucoup d'autres choses dans le film. Alors disons que dans des scènes où elles sont toutes les deux et où il ne s'agit pas de répéter, il y a un truc d'invention, d'improvisation, et le film, il fonctionne sur ces deux niveaux. Donc, il y a là... disons que la question que tu me poses, elle a plus à voir avec l'écriture, au fond, qu'avec le rapport avec les comédiens. Oui, il y a un truc qui est intéressant du point de vue de l'écriture, parce que il y a cette circulation constante entre la vie quotidienne, entre la façon spontanée dont on fonctionne, et puis la façon dont la fiction permet d'explorer des choses, y compris douloureuses, y compris impudiques, y compris qu'on ne discuterait pas de façon aussi brutale, etc. Donc cette scène-là, évidemment, relève d'un registre qui est un registre théâtral, parce que peut-être que on parle là de choses qui sont dérangeantes pour l'une et pour l'autre, et peut-être dans la vie courante, ça ne se formulerait pas comme ça, et tout d'un coup, ça les oblige à être un peu nus, hein, l'une face avec l'autre. Mais encore une fois, là, c'est marrant parce que quand l'extrait a commencé, je me suis dit, j'aurais bien aimé qu'ils choisissent une scène de Carlos ou un truc comme ça, où il y a plus de personnages, où il y a plus d'invention, quoi, enfin, comme ça, de spontanéité, disons, tu veux, sur le tournage. Et puis après, en fait, en regardant la scène, je me suis rendu compte, mais non, en fait, au minimum, je ne sais pas si ça me donne l'occasion de dire tout ce que j'aurais envie de dire, mais ça me donne au moins l'occasion de dire un truc qui a à voir avec ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'appropriation du personnage par l'actrice, qui est qu'au fond, cette scène-là, elle était écrite comme ça, elle était découpée comme ça, mais je ne l'imaginais pas une seconde jouer comme ça. C'est-à-dire dans le sens où, pour moi, c'était un truc assez mécanique. C'est-à-dire, elle répétait pour bien se rappeler des phrases, etc. Mais je ne pensais pas qu'elles allaient le jouer, ça vient surtout de Juliette, comme si c'était vrai. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, c'était un processus, je l'ai écrit comme c'est un processus de mémorisation, ça allait vite, ça allait pam, tu vois, il y a un côté ping-pong, mais c'était relativement mécanique. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que Juliette commençait à jouer le truc comme si elle était le personnage et comme si elle était dans un rôle d'acteur, qu'à ce moment-là de son travail de répétition, elle cherchait en elle la vérité, disons, psychologique, enfin, je sais pas, enfin, sensible du personnage, et tout d'un coup, ça donnait quelque chose qui était très différent de ce que j'avais imaginé initialement, et j'ai vraiment suivi, parce que je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Et Christine a suivi aussi. C'est dans le sens où là, c'est un film qui est construit sur un binôme, pas sur une actrice, mais sur deux actrices, et où, d'une certaine façon, moi, ce que j'avais à mettre en scène, c'était pas tant une comédienne, mais une sorte d'hydre à deux têtes, quoi. Et les deux actrices, en l'occurrence Juliette Binoche et Kristen Stewart, préexistent à la construction scénaristique du film? Non. Enfin, Juliette, oui. C'est-à-dire que, en fait, contrairement à ce que disaient les autres, j'ai eu l'occasion d'écrire vraiment pour des comédiennes. Il y a des films que j'ai écrits, sans avoir la moindre idée de qui jouerait dedans et en ne voulant surtout pas le savoir. Et puis il y en a d'autres qui ont été littéralement inspirés, enfin qui sont rendus possibles par une comédienne. C'est-à-dire que j'aurais pas écrit S'il se maria si je m'étais pas posé la question de dire qu'est-ce que j'écris pour Juliette Binoche. Qu'est-ce que m'inspire Juliette Binoche, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce que j'ai envie de voir d'une certaine façon de Juliette Binoche, et ça m'a inspiré du fait de je sais pas, de son âge, du mien, etc., des questionnements sur quelque chose qui a à voir avec le passage du temps. Mais disons que ça a été déclenché par elle, et donc de ce point de vue-là, Juliette est
l'inspiratrice, pas juste, c'est pas écrit pour elle. Elle m'inspire ce film, et y compris ce que raconte ce film, qui ensuite se déploie, j'espère, de façon plus complexe que le point de départ. Tandis que, comment dire, Kristen Stewart, je ne l'ai pas écrit pour Kristen. Il y avait pas de... Contrairement à Personal Shopper, le film suivant, qui rebondit sur l'envie. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais enfin, admettons que ça a à voir avec ça. Mais en tout cas... très moteur, disons, dans ton désir de cinéma, de travailler, d'écrire pour quelqu'un. Pour certains films, oui, dans le cas de certains films. Mais disons que Kristen Stewart, je l'ai littéralement découverte en tournant. C'est-à-dire que je l'ai choisi parce que j'avais la plus grande, je l'aimais beaucoup, à la fois la personne, ce qu'elle dégageait et ce qu'elle a fait dans le cinéma, mais j'ai découvert, disons, à quel point elle pouvait aller plus loin que ce qu'on imaginait et ce que j'imaginais pendant le tournage de Sils Maria. Et donc, du coup, effectivement, à la sortie de ce film-là, je suis resté avec une sorte de frustration, pas de frustration, mais avec le sentiment, mais en fait, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Alors qu'elle joue là un personnage qui est plus unidimensionnel, le personnage qui a une certaine complexité, qui a plusieurs registres, etc. C'est plus le personnage de Maria que joue Juliette. Donc, d'une certaine façon, il y avait à la fois moi, j'avais une sorte d'admiration pour Kristen, dont j'ai découvert enfin la complexité à la fois sur le tournage et au montage. Parce que certains comédiens, on trouve ce qu'ils font sur le plateau formidable, etc. Mais en réalité, sur le tournage, j'ai pas un gros combo, j'ai toujours un petit écran où je suis, etc. Je n'ai pas envie d'être loin des acteurs, j'ai envie de près des acteurs, donc je les suis avec mon petit écran. Donc à la fois, je vois beaucoup de choses, mais je vois pas tout. Et il y a certaines nuances du jeu qui m'apparaissent littéralement au montage. C'est pour ça qu'au montage, évidemment, je visionne tout et souvent, je pioche dans chaque prise des bouts, enfin, mais disons qu'en tout cas la subtilité de ce que faisait Kristen, c'est quelque chose qui m'est apparu dans le processus de la fabrication du film, et donc du coup effectivement ça a créé chez moi le sentiment qu'il y avait plus à faire, mieux à faire, en tout cas, et en ayant fait Personal Shopper, j'ai l'impression que je peux continuer longtemps parce que je vois pas très bien où sont ses limites, quoi. Et une des particularités de ton trajet de cinéaste, c'est que tu as à plusieurs reprises dirigé entre guillemets, des comédiens issus de star system étrangers, que ce soit le star system hollywoodien avec Kristen Stewart, asiatique avec Maggie Cheung. Est-ce qu'il y a des différences culturelles qui fait qu'on ne travaille pas de la même façon en comédie? Oui, bien sûr, mais de la même manière, je trouve que comment dire, moi d'une certaine façon, j'aime bien utiliser des acteurs étrangers parce qu'ils élargissent le champ des possibilités. C'est-à-dire que j'ai l'impression que du point de vue des personnages qu'on peut écrire ou des histoires qu'on peut envie de raconter, on est limité par les acteurs. Enfin, on est limité. En France, il y a des milliers d'acteurs magnifiques. C'est pas la question, mais d'une certaine façon, ils sont tous de la même culture et avec les mêmes repères. Tandis que si on sort des frontières et qu'on va à Hong Kong et qu'on se pose la question de tiens, quand j'ai écrit il y a maintenant longtemps Irma Vep, le premier film que j'ai fait avec Maggie Cheung, je l'ai écrit en me disant tiens, en fait, quand je l'ai rencontré, je me suis dit c'est incroyable, c'est une star. Mon cinéma, je ne l'ai jamais fait à ce stade-là. Il ne tournait pas exactement autour des stars. Je veux dire, la plus grosse star qui devait tourner, c'est Jean-Pierre Léaud, quoi. Je veux dire, donc, ce qui n'est pas rien. Non, ce qui n'est pas rien, mais qui est d'une autre nature. Et au fond, je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir au film en me disant, mais en fait, tiens, quels sont les films que j'aurais faits si j'avais vécu dans un monde, dans une culture de cinéma où existait encore cette espèce de star system qui a disparu, disons, dans le sens glamour, enfin je sais pas, du cinéma, dans le cinéma occidental. Alors qu'il était vivant, quoi, dans le cinéma hongkongais. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je vais chercher dans le cinéma asiatique un corps, c'est-à-dire un corps qui a à voir avec le cinéma d'action, qui a à voir encore une fois avec le glamour, avec une espèce de superstarisation, etc. C'est un truc qui m'intéresse, j'ai envie de dire, du même point de vue que ça intéressait Fassbinder quand il disait ah, voilà, c'est Anna Shigula, c'est une superstar, ou que Warhol disait la même chose à l'une ou l'autre de ses interprètes. Mais c'est tout d'un coup quelque chose qui apporte une dimension au cinéma que d'autres comédiens, qui permet d'accéder à des zones dans le cinéma que les repères classiques, je dirais, du cinéma français qui m'entoure n'auraient pas permis.
Là, en t'écoutant, en fait, je ressens comme une sorte de paradoxe entre ce que tu disais au tout début, qui était que la fascination pour l'acteur était très très peu au cœur de ton rapport cinéphile, au cinéma, mais finalement j'ai l'impression que l'acteur comme icône, c'est quelque chose qui est devenu très très constitutif de son cinéma. Parce que je l'ai découvert, je me suis progressivement intéressé à ça, c'est-à-dire que je me suis intéressé... c'est par des détours compliqués, hein, parce que ça là tout d'un coup rentre dans un truc un peu complexe, enfin un fonctionnement un peu complexe et moi, mais c'est des choses que j'ai découvert en regardant les films de Kenneth Anger en fait. J'ai à peu près écrit là-dessus à l'époque, c'est-à-dire où tout à coup il y a une sorte d'opération magique du cinéma qui se sert pas juste des corps des acteurs ou de leur sensibilité, mais également de ce qu'il dégage de lumineux, de profond, de complexe, etc. Et donc, il y a quelque chose qui a à voir avec effectivement la star de cinéma qui multiplie quelque chose de ce qui se passe à l'intérieur du plan de cinéma, quoi. Donc c'est un outil magnifique, c'est pas un outil qui me sert tout le temps ou qui m'intéresse tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de la magie du cinéma au sens littéral du terme qui peut passer par là. Noémie, on peut dire qu'avec Oublie-moi, ton cinéma invente sa propre star en même temps que le film se fait, donc qui est Valéria, mais qu'à un moment donné dans ton cinéma, où les films accueillent des acteurs qui portent une mémoire de cinéma comme Nathalie Baye ou Jean-Pierre Bacry, très antérieure à ton cinéma. Est-ce que tu peux parler de ce moment-là où ton cinéma s'ouvre à des acteurs extrêmement connus qui ont un statut de star, si tant est que ce mot ait encore un sens De star. Enfin, ils sont, oui, de vedette. des acteurs connus, mais pas. Non, moi, je ne dirais pas de star. D'accord. Ils ne font pas l'effet de star. Et Kristen Stewart me fait l'effet d'une star. C'est marrant parce que tout à l'heure, quand je te parlais de James Dean, mais elle me fait l'effet que me faisait James Dean quand j'avais 12 ans et demi, quoi. Elle est, mais... Enfin, elle est regardée par toi, et... Enfin, bon. Alors, je vais te répondre. À propos de Bacry et Baye. Ouais. Écoute, je me souviens que quand on a fait... Avant de faire Les Sentiments, j'étais persuadée que je ne pourrais jamais travailler avec un acteur ou une actrice dit connu. J'étais sûre, je ne sais pas, que ce n'était pas pour moi, que ça me donnerait pas envie. Et avec Les Sentiments, je crois que c'est venu du scénario. En fait, c'est venu de ce qu'il y avait quelque chose d'un peu de théâtral c'était un quatuor, deux maisons qui se faisaient face, et ouais, ce dispositif-là m'a permis de me dire ah oui, mais alors c'est possible de travailler avec des acteurs que j'ai vus dans beaucoup d'autres films et qui amènent avec eux la plupart des films. Est-ce que tu dirais que tu essaies d'inscrire dans le film la mémoire de cinéma dont ils sont porteurs, qui toi-même te travaille, ou c'est plutôt quelque chose que tu essaies de contourner? Enfin, j'ai le sentiment, par exemple, en tout cas dans Les Sentiments, que Nathalie Baye et Jean-Pierre Bacry ne sont pas iconisés comme des acteurs qu'on aurait vus ailleurs, que tu les filmes... Oui, après, ça s'est fait comme... Enfin, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que ça s'est fait comme ça parce que ça a été notre rapport. Mais en tout cas, c'était pas possible pour moi de faire sans les films qu'ils avaient déjà faits. Enfin, après, quand on agit, c'est-à-dire quand on tourne, j'ai absolument pas la place d'y penser, d'en faire quoi que ce soit, et j'espère eux non plus. Mais avant, c'est là, oui, avant de
de leur proposer, et de leur demander, c'est là. Tu as en commun avec Olivier d'avoir tourné pour une scène dans Camille Redouble avec Jean-Pierre Léaud. Pour le coup, Jean-Pierre Léaud, est-ce que c'est vraiment tellement énorme la mémoire de cinéma qu'il porte que c'est incontournable et que d'une certaine façon aujourd'hui on ne peut le filmer qu'avec ça? Olivier peut répondre aussi d'ailleurs. Je me souviens quand je l'ai rencontré, la première fois, on a parlé de ça tout de suite. On a parlé de... Tout de suite. Mais alors, est-ce que... Enfin, pardon, je suis un peu lente à la réponse, mais parce que je réfléchis. Est-ce qu'on en a parlé pour s'en débarrasser ou pas? Je crois que lui disait qu'il avait envie qu'on s'en débarrasse, mais il s'en sent indébarrassable et peut-être même qu'il ne souhaite pas du tout s'en débarrasser, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, ça a été la toute première chose. Quand il a sonné à la porte, je lui ai ouvert, on s'est dit bonjour et boum, on a parlé de ça. Toi, Olivier? Moi, si tu veux, c'est la première fois en tout cas que je tournais avec quelqu'un qui portait avec lui une partie de l'histoire du cinéma. C'est quand je disais, c'est la première fois où je tournais avec une star. Enfin, dans mon c'est le côté où c'est la première fois où tout d'un coup j'étais obligé de me poser cette question-là que je m'étais jamais vraiment posée avant. Et c'est vrai que j'ai travaillé 2 fois avec Jean-Pierre. Quand on avait fait un film qui s'appelait Paris s'éveille, ce qui m'intéressait en fait, c'était de lui proposer quelque chose qu'il n'avait pas fait. C'est-à-dire en fait, j'ai fonctionné avec lui comme je fonctionne avec les autres acteurs. C'est-à-dire, je me dis toujours, ce qui est intéressant avec un acteur, c'est pas tellement ce qu'il peut nous apporter que ce qu'on peut lui apporter. C'est-à-dire qu'on peut tout d'un coup la porte qu'on peut ouvrir, la dimension de lui-même qu'il n'a pas encore explorée, ou je sais pas. Avec Jean-Pierre, c'était absurdement difficile, mais j'avais une sorte de mini clé qui était de dire, mais en fait, au lieu de lui faire jouer un fils, je vais lui faire jouer un père. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup Jean-Pierre joue un père? Est-ce que tout d'un coup ça le déplace pas à un endroit où on peut essayer de le regarder comme autre chose que sorti des chefs-d'œuvre dans lesquels il a joué? Et donc j'ai essayé ça et ça a plutôt marché. Et en tout cas, moi, j'ai découvert, en tout cas avec Jean-Pierre, un type d'acteur très différent. C'est-à-dire, je ne sais pas comment toi tu as travaillé avec lui. C'est-à-dire que Jean-Pierre, que j'adore et qui est un comédien génial, il est à peu près à l'opposé de la spontanéité. Ou enfin, en tout cas, il revient à la question de la spontanéité par un processus qui est très complexe, dans le sens où il a vraiment besoin d'avoir la totalité des phrases, des répliques. Il a besoin de les avoir. Enfin, dans les 2 fois où j'ai travaillé, c'était comme ça, où il a besoin de les avoir des semaines avant. Et puis il prend une assistante avec qui il répète jusqu'à ce que ça devienne que la réplique devienne littéralement de la bouillie, enfin je sais pas, tout devient du bruit, quoi, enfin qui reproduit. Et donc du coup, quand on tourne avec lui le plan, il impose le rythme qui est celui qu'il a déterminé, etc. Alors après il est prêt à être bousculé, il est prêt à partir ailleurs, il est prêt à essayer des trucs, etc. Mais il a un besoin terrible d'être extrêmement de se sentir extrêmement cadré par l'écriture, qui respecte à la virgule près, etc. Et donc, enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'une fois, j'ai essayé, et la seconde fois où j'ai travaillé avec lui, c'est quand on a fait Irma Vep, c'est absolument l'inverse, parce que là, je lui fais jouer un cinéaste, où, justement, là, je me sers, évidemment, de son lien avec l'histoire du cinéma, pour tout d'un coup donner un ancrage, une crédibilité, une vérité à ce personnage. Et où là, tout d'un coup, lui est plus libre aussi, par ailleurs. Parce qu'il n'est plus dans une... Là, parce que il se met à imiter des cinéastes qu'il a connus, il se met... Enfin, disons que tout d'un coup, il y a quelque chose où il se sent plus sur son territoire, plus à l'aise. Et c'est 2 expériences très différentes. Cédric, est-ce que tu pourrais parler de ce moment où ton cinéma accueille des acteurs connus qui ont une longue histoire antérieure à celle de ton cinéma? Ça serait peut-être Feu Rouge, avec Carole Bouquet, Jean-Pierre Daroussin, puis Vincent Lindon dans le film suivant. Et puis aussi, une seconde question, comment on travaille avec des acteurs qui sont eux-mêmes des cinéastes? Je pense à Mathieu Kassovitz et Guillaume Canet. Oui, il y a plein de questions. Non, parce que je trouve... Enfin,
je vais répondre à l'envers, mais ce que je trouve beau au cinéma aussi, c'est la possibilité de transformer n'importe qui en star, en fait. Je trouve qu'à partir du moment où on regarde quelqu'un, enfin voilà, la découverte d'un acteur, quand Pialas filme Sandrine Bonner, ou Keshi, Chadel, Exarchopoulos, enfin, je trouve qu'à partir du moment où on pose le regard sur quelqu'un, il devient une star, en fait. Donc, moi, je trouve, mais ça, c'est vraiment personnel, je ne peux pas faire de théorie sur ça, j'ai toujours trouvé plus compliqué de filmer un acteur qui a déjà une histoire, en fait. Qui a déjà des films derrière lui, parce que les films sont là, enfin, je ne pense pas qu'on puisse les faire oublier. En fait, qui qu'on filme, on le filme avec son histoire, en fait. Qu'il soit connu, qu'il ne soit pas connu. Donc les choses sont là, quoi. On peut pas... Donc voilà, donc de réinventer quelque chose avec quelqu'un, c'est un peu plus compliqué. Puis après, moi, comme je suis assez autodidacte, que j'ai appris à faire du cinéma un peu tout seul, je suis toujours un peu complexé par le professionnalisme de quelqu'un. Donc je dirais que c'est plus le professionnalisme qui peut m'intimider que la notoriété, en fait. Voilà, j'ai plus de mal avec les acteurs professionnels. Et après, c'était quoi la question avec des acteurs réalisateurs? Est-ce que ça a une spécificité de diriger un comédien qui lui-même dirige des tournages? Non, franchement, j'ai même fait tourner Robert Kramer, qui était un réalisateur qui avait quasiment jamais tourné. Non, c'est pas différent. Parce que je pense que quand on filme quelqu'un, on est très très vite face à la personne, en fait. Je ne crois pas qu'on est face à des résistances qui sont de l'ordre du statut social ou de la profession. On est face à des résistances très intimes, en fait. Donc il y a des gens qui sont plus difficiles à mettre en confiance ou à filmer, tout simplement. Quelque part, quand on filme quelqu'un, on lui vole quelque chose. On lui vole un peu son âme, quoi. Enfin, donc voilà, il y a des gens qui se laissent moins facilement voler que d'autres. Mais je ne crois pas que ce soit lié à ce qu'ils sont par ailleurs. Alors une question un peu corollaire, est-ce que tu peux parler de ce moment où tu as cédé à la demande de à ton tour te faire voler ton âme, comme tu disais, en devenant acteur pour des cinéastes? Qu'est-ce qui a... C'est quoi la question? D'abord, qu'est-ce qui a motivé ton choix d'accepter? Et est-ce que du coup, est-ce que tu dirais que sur ta pratique de cinéaste, ça a déplacé quelque chose, que tu deviennes toi-même comédien? J'ai pas fait assez de films depuis que j'ai joué dans quelques films pour vraiment théoriser là-dessus. J'en ai fait qu'un, en fait. Quel film avec Kassovitz. Non, là, je voulais dire en fait. Théorie à partir de ce film. Non, ce que je voulais dire, Cédric, c'est que je l'ai peut-être dit de manière confuse, c'est qu'à un moment donné, il y a 4 ans, avec Alia Delivashman, tu as accepté de devenir également un comédien. Et est-ce que ça a déplacé quelque chose de ta pratique de cinéaste, de devenir à ton tour comédien? Et est-ce que tu as le sentiment, comme comédien, que tu restes un peu cinéaste ou pas du tout? Tu deviens un comédien absolument identique à un comédien qui n'aurait jamais dirigé un film? J'aimerais dire que oui, mais c'est pas possible, en fait. On peut pas devenir une autre personne. J'essaye d'être à la disposition du metteur en scène, du rôle, du film, mais forcément, je regarde le travail du metteur en scène, ce qu'il me demande avec mon expérience. Et je me sers aussi de mon expérience de metteur en scène, du fait d'avoir eu des acteurs entre les mains, d'avoir des fois eu à gérer des blocages d'acteurs. Je m'en sers tout le temps. Donc non, moi je pense qu'on n'est qu'une personne. Je suis l'acteur de ce que j'ai fait. Je suis constitué par ce que j'ai fait avant. Et même je pense que je suis capable peut-être de jouer aujourd'hui dans des films, et j'en aurais sûrement pas été capable il y a 10 ou 15 ans, quoi. Et non, moi je l'ai pas voulu. Il est là, Elie d'ailleurs, c'est lui qui m'a convaincu. C'est sa conviction qui m'a convaincu. Ton désir d'être acteur ne préexistait pas du tout à cette Non, voilà, il n'existait pas avant la proposition d'Elie Vachman. Non, mais toujours pas d'ailleurs. Après j'ai la curiosité, j'ai du plaisir, donc je nie pas. J'ai la curiosité. Non, mais c'est vrai. J'ai la curiosité pour ce qu'on me propose. Je suis flatté. Voilà, je veux dire aussi, c'est très. Ça n'a rien à voir avec tout le reste. J'ai eu des compliments comme réalisateur et tout ça, mais c'est vrai que quelqu'un qui vient vous voir, qui dit j'ai envie de te filmer, c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier, quoi. Je reconnais. Enfin, Noémie, elle connaît ça encore mieux. Noémie, tes débuts de comédienne sont plus anciens. Ça date de Ma femme est une actrice d'Yvan Attal, donc il y a déjà 15 ans. Là encore, est-ce que l'idée de jouer comme comédienne t'avait déjà traversé l'esprit, ou tu as accepté la proposition d'Yvan Attal qui t'a surprise? Ça m'avait traversé l'esprit enfant, enfin plus que traversé l'esprit d'ailleurs.
enfant, adolescente, et puis je me suis 15 ans, je me suis complètement fermée à ça. Je ne voulais plus. Et puis après, c'est Yvan qui était sûr. Il était sûr. Je lui disais non. Je lui disais que par contre, j'adorais travailler avec des acteurs, alors j'adorerais faire le casting de son film. Et puis, il le voulait tellement que j'y suis allée. Et est-ce que, donc, après, les propositions se sont succédées de façon assez soutenue. Est-ce que tu as eu le sentiment d'une sorte de deuxième apprentissage du cinéma en te déplaçant de position? Est-ce que ça t'a fait comprendre des choses que tu n'aurais pas forcément fait comprendre, la place du metteur en scène, ou c'est deux choses assez séparées pour toi? Oh non, c'est pas deux choses séparées pour moi. Comprendre des choses, non, je crois pas. C'est-à-dire que je crois que c'est les mêmes choses avec lesquelles j'essaye de travailler. Par contre, j'ai eu un plaisir immense à des choses autres que quand on réalise. Par exemple, je sais pas, de me dire toujours qu'il le sache ou pas, j'ai envie de jouer le metteur en scène, sans forcément lui dire. Enfin, voilà. Et de me fondre dans un esprit, l'esprit du film, l'esprit du metteur en scène. Ça, c'est un plaisir d'acteur, de metteur en scène, se fondre dans son propre esprit. Et contrairement à Cédric et Thierry, tu as été l'actrice principale d'un film dont tu étais aussi la réalisatrice, qui est Camille Redouble. Est-ce que ça a été, par exemple, est-ce que Camille Redouble, tu l'as écrit en te disant que tu serais Camille, ou c'est pas du tout? Ah non, pas du tout. Et ça a été quelque chose qu'il a fallu dépasser au fait, le fait qu'au départ tu pensais à une actrice plutôt qu'à toi? Au départ, je pensais aux actrices que j'aime. Et puis, il a fallu que quelqu'un ait envie de moi dans le rôle pour que je puisse le faire. Il s'agissait du producteur. Mais sinon, je pense que j'aurais pas pu, non. Ça a été une sorte d'inhibition qui a dû tomber, ou? Ah non, c'est que je vois pas comment on peut jouer sans être pris par le désir de quelqu'un d'autre, forcément quelqu'un d'autre. Alors, parce qu'en même temps, tu disais que Chaplin, il y a beaucoup de cinéastes acteurs que tu admires. Tu parles de Chaplin, mais il y a de très grands. Enfin, je sais pas comment ils font. Ça doit être plus simple pour eux. Mais non, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression que mon premier élan quand je joue, c'est d'être prise pas seulement dans le regard, dans le désir de quelqu'un. Et que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Donc pour Camille Redouble, c'est venu et comme ça, parce que le producteur le désirait très très fort depuis le début. Et ça a mis des mois et des mois. Et tu joues également dans ton nouveau film, dans le tournage? Mais là, c'est complètement c'est très différent parce que ça me permettait. Il y a une petite fille et sa mère, le personnage principal est la petite fille, et jouer la mère me permettait de l'accompagner depuis l'intérieur du plan. Le plus en retrait, enfin au départ en tout cas, le plus en retrait. Cédric et Thierry, est-ce que vous envisageriez de jouer dans un film que vous réalisez? Thierry, tu as déjà joué dans des pièces que tu as mises en scène. Est-ce que ce pas-là, vous imaginez le franchir? Il faut qu'il y ait un désir, ou il faut qu'il y ait un rôle pour ça, ou je sais pas, quelque chose à dire. Dans les deux premiers, j'ai même pas été tenté de faire un tout petit truc, parce que ça demande vraiment quelque chose dans la tête. Au théâtre, je l'ai fait beaucoup, mais c'est très compliqué.
Enfin, c'est très compliqué pour les autres acteurs surtout, parce que on s'occupe de soi très tard en répétition, on s'occupe des autres acteurs, et au moment en fait où les acteurs ont le plus besoin du metteur en scène, c'est là où on se met à travailler, et c'est vraiment pas le bon moment, donc il y a un moment de confusion. Par contre, c'est un plaisir immense de le partager tous les soirs avec les acteurs, de jouer, de sortir après, de parler de ce qui s'est passé, de ce qui a marché, de ce qui a marché moins. Ça, c'est voilà, et de le vivre de l'intérieur plutôt que d'être dans la cabine en train de pester parce que ça se passe pas. Voilà. Au cinéma, ça serait vraiment un inconnu total. Mais j'aimerais bien le faire. Cédric ? Ouais, je l'exclus pas, mais il faudrait qu'il y ait une forme d'évidence. Il faudrait que c'est du sens, se moque de moi. Il faudrait que c'est du sens par rapport au film. Que j'ai l'impression que le personnage prolonge quelque chose du geste de metteur en scène. Un peu ce que tu dis sur l'interaction entre la mère et l'enfant. Mais je redouterais le montage. Moi. Pardon Je redouterais l'épreuve du montage si je découvrir, de choisir des prises. Ouais. Je pense que j'irais pas au montage. En fait. Et Olivier, devenir acteur, donc je pense que ça serait très pénible pour moi de monter un film dans lequel je joue. Un devenir acteur, Olivier, tu l'as déjà envisagé, ça te tente? Non, je suis très isolé là sur ce coup, mais non, je suis incapable. Bon, merci beaucoup à vous quatre. Merci. Merci.